RMC, Olivier Truchot et les grandes gueules. Avec aujourd'hui sur RMC, Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Député UMP des Yvelines, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. La blague de François Hollande qui a fortement déplu aux autorités algériennes, elle vous a choqué ? Écoutez, elle est choquante. Je comprends que les Algériens s'en soient émus, mais c'est curieux notre société aujourd'hui où le moindre mot de travers. Alors c'est le président de la République, c'est sûr. C'était dans un cadre officiel. En plus, c'était au dîner du CRIF. Il faut. Pourquoi en plus ? Parce que blaguer sur l'Algérie devant des Juifs, c'est ça qui passe pas ? Parce que c'est une situation où il est en représentation officielle. Bon, au dîner du CRIF, d'ailleurs, normalement, il y a les représentants de toutes les communautés religieuses, toutes les religions, il y a des diplomates de beaucoup de pays, mais il est en représentation officielle. Donc, le poids de la parole présidentielle est très lourd, il faut faire attention, improviser, faire des blagues. Franchement, c'est pas son rôle. Mais nous sommes dans une curieuse société où le moindre mot de travers devient une affaire d'État. Si ça continue, nous allons devenir fous. Voilà, c'est la presse algérienne et les autorités algériennes qui ont fait part de leur émotion. Je sais bien. Alors, il y a en Algérie toujours, l'épiderme est toujours très sensible, parfois excessivement, parfois c'est aussi instrumentalisé. Nous avons vécu ça avec Nicolas Sarkozy jadis, comme aujourd'hui avec François Hollande. Bon, il faut ramener ça à ses justes proportions. Il s'est excusé. Il a eu raison de dire qu'il regrettait. Oui, pour mettre un terme à une polémique absolument inutile, voilà. Mais ça en dit long quand même sur la nature de nos relations avec l'Algérie. Elles sont compliquées, on n'a passionnelles. toujours pas tourné la page alors. On est toujours parce que c'est une histoire tragiques que nous avons en commun, et ces tragédies, elles ne sont pas éteintes, et les blessures ne sont pas refermées. Oui, c'est compliqué. Le président Sarkozy, par exemple, avait refusé de signer le traité d'amitié si la condition pour que ce traité soit conclu, c'était la repentance. C'est compliqué. Il y a eu la colonisation, il y a eu la guerre d'Algérie. Des deux côtés, il y a des blessures, des douleurs qui ne sont pas éteintes. Oui, c'est compliqué. Enfin, on peut être choqué quand même quand le Rassemblement national démocratique, qui est la deuxième force politique en Algérie, juge que les propos de Hollande dénotent la haine vouée par les Français aux Algériens. Oui, non, il y a une partie de la classe politique algérienne aussi qui instrumentalise absolument tout. Le moindre événement, le moindre détail est instrumentalisé. C'est un régime qui arrive aussi en bout de course, qui est profondément usé, contesté en Algérie même, et qui souvent cherche à se ressouder, à retrouver de la cohésion en attaquant la France. Mais ça, c'est une rhétorique classique depuis des décennies. Bon, il ne faut pas lui accorder non plus une importance excessive. Je pense que tous les Algériens, heureusement, ne sont pas dans cet état d'esprit, mais beaucoup de gens dans les milieux officiels et dans les grands partis politiques le sont. On a vu d'ailleurs l'impossibilité, par exemple, de faire un hommage à Camus en Algérie. Bon, ça dénote quand même un état d'esprit chez certains ou dans certains milieux assez déplorable, assez caricatural, mais c'est de l'instrumentalisation plus que de la conviction profonde à mon avis. Voilà. Dans une tribune que vous avez signée récemment, vous parlez du Front National. Vous dites que le FN n'est pas un parti d'extrême droite, mais vous dites que c'est un parti inhumain. Ça veut dire quoi ? Alors d'abord, je dis qu'il faut cesser d'employer des mots qui ne sont pas appropriés, qui sont des mots très lourds de sens, qui ont été associés à beaucoup de malheurs dans l'histoire. Donc il y a le mot extrême droite, nazi, fasciste, raciste. Tout ça sont des mots qui ne correspondent pas. Il se trouve que l'extrême droite dans l'histoire, ça n'est pas ce qu'est le Front National aujourd'hui, ce qui n'est pas un jugement de valeur sur le Front National. Juste. Alors c'est quoi si c'est pas l'extrême droite, c'est où ? C'est à droite ? Il faut sur l'échiquier politique. Mais non, ça ne se place nulle part sur l'idée que nous faisons en général de l'échiquier politique. Et le nazisme, le fascisme, vous placez où ? Placez où le nazisme, qui a été une tentative de dépasser la droite et la gauche, qui a recruté à droite et à gauche. Bon, comme le nazisme était national-socialiste, rappelez-vous. Donc, il faut arrêter d'employer ces mots n'importe comment. Et le racisme, c'est pareil. À force de parler de racisme à tout bout de champ, on finit par affaiblir ces mots, et après, ils ne peuvent plus servir à émouvoir les consciences quand c'est absolument nécessaire. Donc vous donnez
donné raison tombés. à Marine Le Pen qui disait, moi je porterai plainte si on Non, mais continue ça, à dire elle que peut- mon parti est d'extrême droite. Ça n'a aucun sens. Elle fait ce qu'elle veut, mais je pense que c'est pas un problème c'est pas un problème judiciaire, problème intellectuel. C'est son employer ces mots. Ça veut pas dire que le parti, que le Front National ne pose pas de problème. Quand vous dites inhumain, Non, j'ai dit, il a une conception profondément inhumaine du pouvoir, qui vient d'ailleurs de ses origines. Alors c'est vrai que ses origines, à l'origine, ça a été fondé par des groupuscules qui venaient du nazisme, du fascisme, de l'extrême droite, de l'OAS, etc. Bon. Il s'en est détaché, c'est-à-dire que ces groupuscules ont été noyés, les gens des extrêmes sont partis ou sont morts, mais il en reste, et profondément antigaullistes, absolument, profondément antigaullistes. C'était des mouvements, c'était des partis, des groupuscules qui ne vivaient que à travers la haine qu'ils vouaient ou la détestation qu'ils vouaient aux ennemis qu'ils s'étaient choisis. Bon. Et ça c'est resté, le reste est disparu, mais ça c'est resté, ça crée une très particulière conception du pouvoir. C'est le Front National vit non pas avec des adversaires, mais avec des ennemis. Bon. Et ça en fait évidemment l'instrument le plus adapté pour porter la colère. Simplement, on ne gouverne pas avec la colère. Et la colère, elle exprime, encore une fois, un rapport au pouvoir curieux, parce que la colère, on ne discute pas avec elle. La colère, on ne peut pas la raisonner. La colère, elle n'a pas de sentiment, pas d'état d'âme. Et moi, je suis frappé de voir à quel point le Front National porte une conception du pouvoir dans laquelle il n'y a jamais d'état d'âme, jamais de sentiment, jamais la prise en compte le souci de l'humain. Tout se règle, tout se tranche, tous les nœuds gordiens de la politique et du pouvoir se tranchent pour eux à coups d'épée. Il y a jamais une hésitation. Quand on vous dit à Madame Le Pen que l'intervention en Libye, par exemple, elle a été décidée pour répondre à la question suivante. Non pas parce que vous voulez changer le régime libyen, etc., mais pour répondre à la question suivante. Est-ce que vous acceptez de laisser livrer au massacre 1 million d'habitants de Benghazi? Oui ou non? Et voilà la question tragique à laquelle il a fallu répondre. Je ne sais pas si la réponse était la meilleure. Ce que je sais profondément, c'est que vous n'avez pas le droit, moralement et humainement, de ne pas vous sentir touché, ébranlé, concerné par cette question. Voulez-vous livrer au massacre 1 million de personnes? Alors ça, c'est le cas extrême, mais c'est vrai partout. Dans tous les domaines, avec eux, tout est toujours très simple. C'est une conception du pouvoir dont la main ne tremble jamais. Eh bien, le pouvoir dont la main ne tremble jamais est un pouvoir effrayant parce qu'il est profondément inhumain, parce qu'il occulte la dimension tragique de la vie et de la politique. Vous ne croyez pas à la banalisation du Front National qui deviendra un parti comme un autre finalement? Et pour l'instant, il ne l'est pas parce qu'il n'a pas rompu avec ça. Pour lui, il est le seul parti qui n'a jamais participé à l'exercice du pouvoir. Donc c'est sa force aussi. Oui, mais c'est une force politique, bien sûr, surtout quand le pays est en colère. Bien sûr, c'est une force politique. Mais sur quel type d'exercice du pouvoir cela déboucherait-il ? Si tout est si simple, non, le pouvoir c'est compliqué. D'abord, c'est moralement compliqué, c'est humainement compliqué à cause de la complexité de la vie humaine et de la conscience humaine. Quand on est dans l'opposition, en général, que l'opposition dit que ça serait simple si on était au pouvoir. Moi, je suis dans l'opposition et je vous le dis. Mais vous êtes un des rares à le dire, parce que vos collègues de l'UMP, lorsqu'on les écoute, on faut toujours raser gratis. Et à gauche, quand on était dans l'opposition, c'était facile. C'est bien plus profond que raser gratis ou pas. C'est que c'est une conscience qui porte la responsabilité du pouvoir. Elle est confrontée à la complexité morale et à la complexité humaine du monde, de la vie, de l'homme. Et elle doit toujours être travaillée par le doute. La morale du pouvoir, elle est dans le cadre de conscience, pas dans la bonne conscience. Voilà. Non, ce n'est pas simple. Voilà. Et si ça l'était, ce serait effrayant, parce que ça voudrait dire que vos fins peuvent justifier n'importe quel moyen, sans aucun état d'âme. Voilà. Eh bien, ce pouvoir-là, je n'en veux pas. Ça ne veut pas dire que le pouvoir ne doit pas décider. Ça ne veut pas dire qu'il doit pas trancher, mais il doit le faire dans le cas de conscience. Il doit le faire en se disant qu'il n'a pas forcément raison, en étant bouleversé par les conséquences de ce que peuvent entraîner ces décisions. Voilà. Sinon, c'est un pouvoir inhumain. Voilà ce que j'ai voulu dire. Et ça fait que j'ai dit aussi, ça débouchait d'ailleurs sur cette idée que c'est un parti qui ne connaît pas le sens du mot fraternité. Voilà. Et notre République, c'est évidemment l'égalité, la liberté, c'est aussi la fraternité. Vous savez, le Front National n'est pas fraternel. Quand j'entends le mot fraternité, j'entends la petite voix d'Antigone qui dit « Je suis venu pour partager l'amour, non pour partager la haine. » Et alors je sais que le Front National n'est pas un parti fraternel. Lui ne voit dans le visage d'Antigone que de la faiblesse humaine.
Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'amour au sein de l'UMP. Hein. On voit, chacun est dans son rôle, les écuries se préparent, il y a beaucoup de candidats, déclarés ou non. Et il y a quand même la volonté de faire un programme commun. Mais alors vous, Henri Guénaud, vous avez déjà quand même dit, attention, moi je ne serai pas forcément en phase avec tout ce qui est raconté dans ce programme que l'UMP est en train de préparer. Par exemple, les 35 heures, si on supprime les 35 heures, c'est pas trop votre truc. Mais non, mais d'abord, d'abord, moi, je pense pas au parti à faire des programmes, c'est au candidat, le présidentiel. On est dans la 5e République. Il n'y a pas de candidat là, pour l'instant. Mais attendons qu'il y en ait un, ce qui n'empêche pas de réfléchir. Je suis très content qu'on se réunisse. Ça peut être une base de travail. Moi, je suis content qu'on se réunisse pour réfléchir, pour discuter, pour travailler. Un parti qui travaille, c'est mieux qu'un parti qui ne travaille pas. Bon, donc je me réjouis que nous nous mettions enfin à travailler. Mais ça ne peut pas se faire dans un petit aréopage qui ensuite décide que c'est le programme de tout le monde. Et surtout, je dis à mes amis, méfions-nous de la politique des slogans, méfions-nous précisément de la simplification excessive des propositions, des analyses. Je vous parlais des 35 heures. Bien sûr, les 35 heures ont été néfastes et nocives pour l'économie du pays. C'est très difficile de revenir en arrière comme ça, en disant il n'y a qu'à. Hein, ça n'est pas vrai, il n'y a pas qu'à. C'est très compliqué. C'est très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que Nicolas Sarkozy avait trouvé comme réponse, comme solution, la défiscalisation et l'exonération des charges des heures supplémentaires. D'aucuns disent qu'il a manqué de courage, il aurait dû supprimer carrément les 35 heures. Oui, mais c'est ça. Eh bien, moi, je préfère cette solution. Elle était intelligente, elle donnait du pouvoir d'achat à ceux qui veulent travailler, elle répondait parfaitement au travailler plus pour gagner plus. Voilà, je ne comprendrai pas que l'on abandonne cette idée et qu'on ne la remette pas sur la table. Mais alors comment l'UMP peut se démarquer aujourd'hui ? Je finis sur 35 heures, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire 39 payés 35, pas possible. On va faire 39 payés 39, donc les entreprises vont licencier, ou alors on supprime, ce qui est un peu en filigrane dans certaines des propositions, la durée légale du travail, donc les heures supplémentaires. Moi, je ne m'associerai pas à ces formules-là. Voilà, je vous le dis, et je pense que la défiscalisation était une bien meilleure idée. Oui, Deuxièmement, c'est pareil pour le chômage. On dit on va réduire les allocations, la durée de... Il y a quelque chose derrière qui mérite quand même qu'on en discute. Tous les chômeurs ne sont pas des feignants. Tous les chômeurs ne sont pas des gens qui ne veulent pas travailler. Il y en a, il y a des gens qui profitent, d'accord. Mais si on ne dit pas comment on arrête de détruire l'emploi dans l'économie, on ne peut pas dire je vais pénaliser les chômeurs. Voilà, c'est un chômeur de 50 ans aujourd'hui, même un cadre, même quelqu'un qui ne demande qu'à travailler, qu'à gagner sa vie avec son travail, eh bien, il ne trouve pas d'emploi, ou très difficilement. Donc, alors comment vous démarquez du pouvoir en place? Ça c'est facile, non mais ça c'est très facile. Comprenez, le pouvoir en place, il paye le fait d'avoir fait une campagne, M. Hollande, dans laquelle la crise n'existait pas. Il n'y a pas de diagnostic de la crise, il n'y a pas de stratégie face à la crise. Hein, voilà. Et il y a des séries, on empile une série de gadgets et une série de prélèvements qui n'en finissent plus. Et l'économie est dans un désordre, et la société aussi d'ailleurs, qu'elle n'a jamais connu. Alors ça n'a pas commencé avec M. Hollande, mais ça s'aggrave parce que ça change. Non, ça s'aggrave. La version de la courbe du chômage a commencé. C'est une blague. Elle va être confirmée, semble-t-il, jeudi avec les nouveaux chiffres. Faire de la politique comme ça, mentir à ce point aux gens est vraiment quelque chose d'inadmissible. Si vous voulez, on ment quand on dit ça. Mais oui, tout le monde le sait. Pour qu'il y ait une inversion de la courbe du chômage, une vraie, pour que l'emploi prenne le pas, la création d'emplois sur la destruction d'emplois compte tenu de la démographie, il faut au moins 1,5% de croissance. Cette année, nous faisons 0,2. Ah oui, mais c'est des emplois aidés. Donc, 0,2, c'est pas suffisant. L'année prochaine, pour l'instant, les prévisions les plus optimistes, c'est celles que le gouvernement a retenues pour ça, 0,9. Donc, vous pouvez avoir un mois, une amélioration, 2 mois, et puis après, vous vous rendez compte qu'il y a un bug informatique, ou qu'on avait les catégories s'étaient redistribuées entre elles. Bref, c'est une illusion statistique. C'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ou alors on crée massivement. Mais attendez, on crée massivement des emplois publics. Bon, aidés, publics, etc. Oui. Mais à ce moment-là, il faut les financer. Droite et gauche confondus, les emplois aidés. Oui, mais moi je les ai votés. Mais j'ai jamais pensé un instant que c'était que le fait de créer des emplois aidés réduisait le chômage. Ça permet de sauver quelques centaines ou quelques milliers de jeunes. C'est très bien. Tout le monde l'a fait. Voilà. Mais c'est pas vous pouvez pas dire c'est l'inversion de la courbe du chômage. Quand vous créez des emplois aidés, quand vous créez des emplois publics, il faut les financer. Bon, si pour les financer, vous prélevez sur l'économie en détruisant d'autres emplois, vous n'avez pas avancé. Donc arrêtons de raconter n'importe quoi. Cet engagement était absurde.
de dire je vais inverser avant la fin de l'année, et il n'est pas tenu, et il ne le sera pas si la politique économique ne change pas, si l'économie ne retrouve pas un semblant d'ordre, française et européenne, si on continue avec des politiques de déflation. Bref, c'est un débat très profond, et j'invite mes propres amis à ne pas faire la même chose que le pouvoir, c'est-à-dire à réfléchir de nouveau à la crise, au diagnostic qu'on peut porter sur celle-ci. On va pas revivre les 30 glorieuses, Henri Guénaud. Alors, je sais que vous aimez beaucoup la période du général de Gaulle. Non, mais moi, c'est derrière nous, il faut inventer la France de demain. On n'aura pas des croissances à 5-10%. Moi, ça, c'est pour la Chine, pour le Brésil. Si quelqu'un aujourd'hui veut faire de la politique avec la conviction fermement chevillée au corps que nous sommes condamnés au chômage de masse, eh bien, il faut qu'il change impérativement. C'est pas ce que j'ai dit. Impérativement. Mais on ne revivra pas les 30 glorieuses. Impérativement de métier. Si l'économie. C'est-à-dire que le croissance ne reposera pas sur les mêmes choses. Non, mais peut-être, mais il faut quand même en faire. Il faut de l'activité. Il faut créer des emplois. Bon, et pour créer des emplois, il faut produire. Donc, si vous renoncez à ça, vous êtes exactement dans ce que Philippe Séguin appelait jadis le Munich social. C'est-à-dire, vous renoncez. Mais à ce moment-là, changez de métier parce que c'est moralement insupportable et ça finira. Oui, mais pour l'instant, ça marche pas parce que c'est bien les déclarations. Excusez-moi. Écoutez, ça fait 30 ans on connaît un chômage massif. Ça fait 40 ans qu'on fait des politiques absurdes. Je vous rappelle, le Munich social de Philippe Séguin, c'était dans les années 90. Bon, donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça s'est aggravé avec la crise. Les 5 ans, pardonnez-moi, du quinquennat Nicolas Sarkozy, nous avons fait face à une crise. D'accord, mais le chômage a explosé, donc le système perdure. Une crise inouïe. Oui, on est d'accord. Bon, dans laquelle il a fallu sauver tout ce qui pouvait être sauvé, et au lieu d'avoir un effondrement total de l'économie, on a eu de graves difficultés. Mais la politique, elle a fonctionné, c'est-à-dire que elle a quand même. Elle a reproduit un chômage massif qui continue depuis 40 ans, avec des baisses de temps en temps. Elle a empêché, Monsieur Truchot, elle a empêché une catastrophe inouïe qui aurait été pire que la crise des années 30. Voilà. Et ça a demandé une énergie et une volonté inouïes. Voilà. Donc ça, c'est la période des 5 ans qui sont passés. Ce que je reproche au gouvernement actuel, c'est pas de ne pas avoir trouvé la solution miracle au chômage de masse, c'est de n'avoir pas tenu compte de la crise et donc de laisser les choses se défaire encore plus. Voilà. Il n'y a aucun diagnostic de la crise et aucune stratégie. Et je voudrais pas que mes amis fassent la même chose. Voilà. Henri Guénaud, vous allez pouvoir réagir à la bande son l'actualité. C'est parce que je les aime beaucoup. Et notamment réagir aux déclarations de Michel Sapin ce matin sur un point précis. Ça vous a déplu et vous voulez réagir? Comme expression. Ça vous a mis en colère. Allons-y. Donc vous allez pouvoir réagir. On parlera également de la droite parisienne parce que NKM est en difficulté. À tout de suite.